Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence 30 minutes pour demain que Léonard et le Lab Recherche Environnement Vinci ParisTech ont voulu consacrer à la mobilité durable à l'échelle des quartiers. C'est avec plaisir que j'accueille Liu et Cyril François, dont nous allons faire connaissance dans quelques instants. Cyril et Liu sont postdoctorants à l'École des Ponts ParisTech et ils travaillent dans le cadre du programme scientifique du Lab Recherche Environnement. Leurs travaux visent à établir des scénarios de mobilité qui permettent de combiner des offres de transport et des projets avec un faible impact environnemental. Donc, leurs travaux s'appuient en particulier sur des expérimentations qui sont menées sur le site pilote du quartier des Lumières à Saint-Denis. C'est aujourd'hui une rencontre organisée à l'initiative du Lab Recherche Environnement Vinci ParisTech, un partenariat de recherche entre Vinci et les 3 écoles d'ingénieurs ParisTech, qui sont Mines ParisTech, AgroParisTech et l'École des Ponts ParisTech. L'objectif du lab est de financer, accompagner les projets de recherche, soit des thèses, soit des postdocs, et de développer des outils pour réduire l'impact environnemental des bâtiments et des infrastructures. Donc, les équipes de chercheurs travaillent en lien avec les projets et les salariés de Vinci sur des thématiques qui peuvent être l'efficacité énergétique des bâtiments, l'analyse du cycle de vie des quartiers, la biodiversité ou la mobilité durable. Donc, je vais partager tout à l'heure le lien vers la page LinkedIn du Lab où vous pourrez suivre toutes les actualités de ce programme de recherche. Je vais maintenant introduire nos intervenants. Liu est ingénieur en génie civil et docteur en urbanisme. Elle a établi les scénarios de Transit Oriented Development pour la métropole européenne de Lille et a participé à l'élaboration de stratégies de transition énergétique en Île-de-France. Cyril est ingénieur-chercheur postdoctoral. Ses travaux portent sur les enjeux environnementaux associés à la mobilité quotidienne des personnes. En particulier, il s'intéresse à la mobilité, non pas comme simple usage d'une technologie, mais comme un fait social ancré dans un territoire spécifique. Je vais maintenant laisser la parole d'abord à Cyril et ensuite à Liu pour une demi-heure environ, pendant laquelle vous allez vous partager l'écran et le temps de parole. Je reviendrai à la fin pour poser les questions que les membres de l'audience voudront bien saisir dans l'espace chat sur la droite de votre écran. Voilà, je laisse la parole à Cyril qui va nous rejoindre, qui est sur le live. Bonjour Cyril, à toi la parole. Et nous passerons à celle de Liu juste après la tienne. Nous aurons enfin l'occasion de rediscuter avec vous sur la base des questions que je vous invite à poser. Bonne présentation à tous les deux et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, merci Rosa. Bonjour tout le monde. Donc, nous allons présenter avec Liu aujourd'hui nos outils et les méthodes que nous développons dans nos recherches pour repenser les quartiers pour une mobilité durable. Donc, voilà, dans le cadre de Lab Recherche Environnement et de notre laboratoire aussi, laboratoire Ville, Mobilité, Transport au Pont ParisTech. Un des prérequis à nos travaux, c'est que la mobilité doit changer dans les prochaines années, car elle est aujourd'hui source de nombreuses externalités négatives pour l'environnement. Ici, un des défis, c'est bien évidemment le réchauffement climatique, et j'illustre cela sur cette diapo en présentant l'empreinte carbone d'un Français moyen en 2015. Contrairement au bilan national carbone, l'empreinte carbone permet de prendre en compte toutes les consommations et de biens et de services des Français, ce qui va finalement inclure aussi les importations d'émissions de carbone qui pourraient avoir lieu dans des pays étrangers. Mais ainsi, donc, notre empreinte carbone, qui fait partie donc, des plus importantes du monde, finalement, possède une part importante associée au transport, près d'un quart. Et surtout, l'intérêt sur le transport, c'est que cette part a du mal à baisser ces dernières années. D'un point de vue énergétique, la mobilité est aussi un poste important de consommation énergétique, principalement couvert à 90% par des énergies fossiles, le pétrole, le reste étant recouvert par les agrocarburants et l'électricité. Et au-delà de ces problèmes planétaires, on trouve aussi des problématiques
des défis locaux, avec notamment les émissions de polluants locaux, les émissions de bruit, qui vont notamment avoir des effets sur la santé humaine. Je vais finir de dresser, on va dire, ce tableau un peu noir, en expliquant aussi que les transports et les infrastructures associées occupent une surface importante au sol, notamment aux zones urbaines, où on estime à peu près 25% de la surface au sol qui serait occupée par des routes ou des infrastructures ferroviaires. Et je finirai aussi par dire que les industriels automobiles, ferroviaires, aéronautiques sont aussi des grands consommateurs de métaux, que ce soit des aciers, des fers, des aluminiums, mais aussi ces dernières années des grands consommateurs de métaux rares, avec notamment le lithium, le cobalt, le nickel, associés à des mobilités électriques. Donc, après vous avoir présenté ces différents défauts de la mobilité, heureusement, il y a des solutions pour une mobilité plus durable, notamment des solutions à l'échelle d'un quartier. Et ces solutions peuvent être de différentes natures. Donc, elles peuvent être soit technologiques. Donc, ça peut être par exemple les véhicules électriques, et notamment à l'échelle d'un quartier, ça pourrait être des véhicules électriques connectés à des smart grids avec une production électrique renouvelable et locale. Ça peut être aussi des solutions technologiques, par exemple le fait d'utiliser des applications de mobilité qui vont permettre d'optimiser les déplacements, d'optimiser la mobilité à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. On va avoir aussi comme solution le fait d'utiliser des modes alternatifs, donc en promouvant les transports publics ou les modes doux, notamment en mettant en place dans les quartiers des locaux pour garer son vélo sécurisé, ou en mettant en place un système de ramassage scolaire à pied. Cependant, l'usage de la voiture, on va avoir du mal à la faire disparaître complètement. Cependant, on peut optimiser l'usage de la voiture en augmentant le remplissage de ces voitures. C'est le principe des services de covoiturage, ou en réduisant la possession de la voiture, en mettant en place, par exemple, au niveau d'un quartier, des services d'autopartage. Enfin, l'aménagement d'un quartier apporte aussi son lot de solutions pour une mobilité durable, notamment en pensant le stationnement, en réduisant la place du stationnement pour les voitures, par exemple, mais aussi en relocalisant les lieux de résidence, les lieux de travaux, les lieux de loisirs de façon plus proche, afin de réduire les distances quotidiennes. Et donc, l'objectif de nos recherches sera d'évaluer ces solutions d'un point de vue environnemental dans différents cas de quartier. Et pour cela, la méthode environnementale que je considère et que j'utilise particulièrement, c'est l'analyse de cycle de vie. Cette méthode d'évaluation environnementale considère un produit ou un service et l'analyse sur l'ensemble de son cycle de vie. C'est-à-dire, pendant le cas par exemple d'une voiture, on va considérer l'ensemble des impacts liés à l'extraction des matières, la fabrication de ce véhicule, le fait de posséder des concessionnaires automobiles, ensuite le fait d'utiliser cette voiture, et enfin le fait que notre voiture en fin de vie, une partie va finir en décharge, et une autre partie pourrait être valorisée soit en incinération en forme énergétique, soit sous forme de pièces réutilisables ou de matériaux recyclés. Une fois, en décrivant ce système, nous allons ensuite pouvoir quantifier le nombre de matières premières utilisées par ce système, ou le nombre d'énergie nécessaire. Ainsi, on pourra aussi quantifier le nombre d'émissions qui vont être associées à ce système, des émissions dans l'air, des émissions dans l'eau, les émissions dans le sol. L'intérêt de réaliser cet inventaire avec tous ces entrants et tous ces sortants, c'est qu'ensuite, nous allons pouvoir évaluer un nombre important d'enjeux environnementaux en, par exemple, recombinant un certain nombre d'émissions dans l'air pour, par exemple, quantifier les gaz à effet de serre, ou d'autres polluants dans l'eau, par exemple, pour quantifier les pollutions dans les milieux aquatiques. Donc, l'intérêt majeur de cette méthode, ça va être de pouvoir quantifier des transferts d'impact, soit des transferts d'impact entre les différentes catégories d'indicateurs environnementaux, soit des transferts d'impact au sein du cycle de vie d'un objet. Par exemple, on pourrait avoir des impacts qui auraient lieu plutôt au niveau de l'usage, alors que d'autres vont plutôt avoir des impacts au niveau de la fabrication. De plus, cette méthode est standardisée avec une norme internationale, ce qui va permettre en fait de faciliter les comparaisons entre les produits du fait d'une méthode qui est utilisée par tous les chercheurs de la même façon. Donc pour illustrer cette méthode, je vais vous présenter deux exemples assez intéressants où l'analyse de cycle de vie a permis de tirer des conclusions
intéressantes, notamment sur les agrocarburants. Donc le premier exemple, c'est les agrocarburants. L'agrocarburant repose sur, sur la notion de neutralité carbone. C'est-à-dire que pour utiliser un agrocarburant, il va falloir dans un premier temps produire de la biomasse, c'est-à-dire construire dans des champs, faire pousser de la canne à sucre, du palme, du colza, etc. Ensuite, une fois qu'on a fait pousser cette biomasse, nous allons donc la manufacturer, la raffiner pour la transformer en agrocarburant qui pourra ensuite être utilisé dans les véhicules. Ces véhicules vont réémettre des dioxydes de carbone qui seront ensuite réabsorbés dans un deuxième cycle par des végétaux qui pourront être utilisés, etc. En théorie, ce système permet de ne pas émettre de gaz à effet de serre puisque les gaz à effet de serre sont absorbés et réabsorbés dans un cycle. Cependant, lorsqu'on va faire notre analyse de cycle de vie, on va se rendre compte que finalement, la phase de production de notre biomasse est fortement émettrice, que ce soit de gaz à effet de serre, mais aussi émettrice de polluants autres, notamment du fait de l'usage d'engrais, le fait qu'on ait potentiellement coupé des forêts pour installer des nouveaux champs, qu'on va venir appauvrir certains sols, qu'on va utiliser des engins agricoles. Et donc, on va vraiment avoir ce transfert d'impact de la phase d'échappement à la phase de production agricole. Et finalement, les analyses en cycle de vie sur les agrocarburants montrent que le bilan carbone des agrocarburants est loin d'être nul, et dans certains cas, il peut être même pire que certains carburants traditionnels. Et donc, du fait de ces études, l'Union européenne, il y a quelques années, a modifié, on va dire, sa réglementation pour être plus vigilant sur l'usage des agrocarburants, notamment, et sur l'origine de ces agrocarburants. Le deuxième exemple que je vais aller un peu plus rapidement, c'est l'exemple des voitures électriques qui sont présentées comme des véhicules à zéro émission, ce qui n'est pas complètement faux, puisqu'il n'y a pas de gaz d'échappement techniquement sur un véhicule électrique. Cependant, en regardant l'analyse sur le cycle de vie du véhicule électrique, on va se rendre compte qu'on va transférer nos impacts qui sont traditionnellement liés à la combustion et la fabrication du pétrole à des impacts associés à la production et au recyclage des batteries et à la production de l'électricité. Notamment, la batterie nécessite beaucoup d'énergie pour être produite, beaucoup d'énergie pour être recyclée, ce qui va finalement venir pénaliser le bilan environnemental de la voiture. Et finalement, le bilan environnemental va être aussi très dépendant du mix énergétique auquel la voiture sera branchée. Donc l'intérêt de l'ACV est donc de remettre en question certaines solutions, de montrer sous quelles conditions ces solutions sont réellement bénéfiques. Donc, par exemple, le véhicule électrique va paraître bénéfique dans certains pays, moins dans d'autres, par exemple. Mais dans notre cas d'étude, qui est finalement la mobilité, on va se retrouver à évaluer quelque chose d'un peu différent, puisqu'on ne va pas être sur un produit, mais on va plutôt être sur une évaluation d'un système. C'est-à-dire que, dans le cas d'un produit, on va évaluer l'impact environnemental lié aux différents éléments qui vont constituer ce produit. Typiquement, là, dans le cas que je vous présente, c'est un véhicule autonome. Pour évaluer un véhicule autonome, on va regarder les impacts associés à la production de la voiture et aux différents éléments les caméras, les différents radars, etc., et par différents éléments de détection. On va pouvoir ensuite passer dans un deuxième temps à une approche servicielle, où finalement on va évaluer le service de véhicules autonomes. Donc dans ce cas-là, pour que notre service de véhicule autonome fonctionne, en plus d'un véhicule, il nous faut aussi disposer ne serait-ce que d'une infrastructure routière. Il va nous falloir aussi disposer d'infrastructures de positionnement, de communication. Donc ça, ce sont des bornes Wi-Fi, par exemple. Et aussi disposer d'une application pour que l'utilisateur puisse utiliser ce service. Et enfin, de façon encore plus complexe, on va pouvoir aussi s'interroger d'une façon systémique comment ce nouveau service de mobilité, le véhicule autonome, va s'insérer dans le système urbain. Quelles conséquences cela va avoir sur les comportements? Est-ce que les gens vont se reporter d'un mode à l'autre? Est-ce que ça va réduire l'utilisation des transports en commun, l'utilisation du vélo? Est-ce que ça va vraiment réduire l'utilisation de la voiture? Est-ce qu'on va peut-être avoir des allongements de distance? Est-ce qu'on va avoir des voitures vides qui vont circuler, etc. Donc là, on se rend compte qu'en positionnant dans nos études le curseur sur l'évaluation de l'immobilité, on va se retrouver donc à complexifier nos analyses, non pas en s'intéressant qu'à un produit, mais en s'intéressant vraiment à un système. D'où l'intérêt finalement d'utiliser des modèles de mobilité, c'est ce qu'on vous présentera un peu après. De plus, lorsqu'on va s'intéresser au système, on va devoir s'intéresser à finalement
quelle mobilité, pour qui. Et du coup, c'est là qu'on va se rendre compte que finalement, la mobilité n'est pas unique et que tout le monde est différent face à la mobilité. Donc là, pour vous illustrer rapidement ceci, je vous ai présenté trois résultats pour pour l'aire urbaine de Lyon, avec trois catégories de ménages différents. Donc, soit des personnes vivant seules, n'ayant pas d'emploi, soit une personne vivant dans un couple où les deux sont actifs, ou une personne vivant dans une famille qui posséderait pas ou posséderait qu'une seule voiture. Et là, on voit clairement que d'une catégorie à l'autre, les impacts environnementaux vont être différents, largement différents, du fait de l'usage de modes de transport qui sont différents, mais surtout du fait des activités qui vont être réalisées quotidiennement. Le couple biactif, par exemple, va réaliser la majorité de ses déplacements pour le travail, alors qu'une famille va pouvoir avoir une plus grande diversité de déplacements du fait de l'éducation, des courses, etc., qui vont avoir lieu quotidiennement. Et du coup, dans nos travaux, le fait qu'on se travaille à la mobilité d'un quartier, on va devoir s'intéresser aussi finalement à qui va venir habiter dans ce quartier, quel type de profils socio-économiques vont être présents, et finalement, quelles vont être les activités qui vont être réalisées quotidiennement. Donc, pour illustrer notre évaluation de quartier, je vais vous présenter donc le cas d'étude, on va dire, de notre laboratoire, du lab recherche environnement, donc qui est le cas d'étude du quartier Les Lumières, Pleyel à Saint-Denis, donc qui est schématisé par le petit schéma ici. Donc c'est la particularité de ce quartier, c'est qu'il est vraiment accolé à la future gare du Grand Paris Saint-Denis-Pleyel, et il est à dominance de bureaux avec quelques logements. Et du coup, dans nos études, on va dire, actuelles, on va donc d'abord, dans un premier temps, estimer qui va venir habiter dans ce quartier, qui va venir travailler. Donc, on a un peu plus de 1000 personnes qui vont venir habiter et un peu plus de 8000 personnes qui vont venir travailler. On va pouvoir déterminer quelles vont être les catégories socio-professionnelles, le type d'emploi qui vont être présents. Et derrière, on va pouvoir estimer les mobilités qui vont se réaliser en fonction de ces différents types. Donc, les résidents semblent utiliser majoritairement les modes doux, alors que les personnes qui viennent travailler viennent principalement en transport en commun. Et à partir de ça, on peut faire des évaluations environnementales en utilisant notamment l'analyse de cycle de vie. Donc ça, c'est le cas pour l'étude que je vous présente là. Et faire, on va dire ici, c'est uniquement du CO2, donc faire le bilan carbone de la mobilité de ce quartier. Et cette première étude permet de constater que le bilan carbone associé au déplacement est important, notamment si on compare au bilan carbone qu'on pourrait faire pour le chauffage, notamment en termes, si on ramène tout ça au mètre carré de plancher. Du coup, pour conclure un peu là-dessus, on arrive à montrer qu'à l'échelle d'un quartier, ceux qui conçoivent les quartiers ont vraiment tout intérêt à prévoir des solutions de mobilité en amont. On a des outils méthodologiques qui vont permettre de mesurer tout ça. Et finalement, on a aussi besoin de modèles de mobilité de transport pour pouvoir justement comprendre comment les comportements des gens vont évoluer avec ces nouvelles solutions. Et c'est pourquoi on a besoin finalement de modèles mobilité de transport. Et c'est ce que va vous présenter Lulu maintenant. Voilà. Et comme l'a dit Cyril, la société actuelle dans laquelle nous vivons est justement en face de deux préoccupations majeures. D'une part, de limiter le réchauffement climatique par notamment la décarbonisation des métropoles, et d'autre part, de réduire la pollution, que ce soit les polluants atmosphériques ou les nuisances sonores. Et parallèlement à ces questions, soit de la santé humaine ou soit de la santé de la Terre, les transformations du secteur transport et de la mobilité sont assez visibles dans la vie quotidienne. Le secteur transport étant un des secteurs les plus générateurs d'émissions, il a connu des évolutions importantes ces dernières années. Nous pouvons voir apparaître une multitude des services de mobilité d'abord, avec notamment les véhicules partagés sous plusieurs formes. On voit les covoiturages apparaître, les minibus à la demande, les systèmes de vélos ou des trottinettes en libre service. Et ces derniers changements est aussi accompagné d'une diversification des activités, des lieux d'activité et de modes de vie. Donc, un membre de famille peut réaliser une chaîne d'activités et de mobilité assez complexe
pendant sa journée. Par exemple, le matin, il peut, sur son chemin de se rendre au travail, il peut accompagner son enfant à la crèche ou passer dans un point relais pour récupérer un colis qui est arrivé la veille. Entre midi et 2, il peut sortir de son lieu de travail et aller dans un bon restaurant pour entretenir une réunion de travail. En plus, il peut choisir aussi son lieu de travail qui ne se limite plus à son bureau parce qu'il préfère justement travailler dans un espace de coworking ou dans un café. Et ces changements sociétaux soulèvent deux questions principales dans notre domaine, le domaine de l'aménagement notamment. La première question est liée à l'offre de mobilité. L'introduction de ces nouveaux services de mobilité contribue-t-elle à la durabilité? Dans ce cadre, la modélisation permet de pousser une réflexion collective entre différents acteurs. Si le rôle des ingénieurs de transport est plutôt de fluidifier la circulation, la région nous demanderait plutôt si ces nouveaux services permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour les différents opérateurs de transport, ils poseront la question de comment est-ce que ces nouveaux services de mobilité s'insèrent dans le système de transport qui est déjà assez complexe et sont-ils conçus pour favoriser la multimodalité? Si oui, est-ce que cette multimodalité est voulue sur le plan environnemental? Ou encore, pour les nombreuses municipalités, est en fonction de leur localisation géographique, peut-être que l'implantation de certains services sont aptes pour une commune, mais pas pour une autre. Donc, la deuxième question concerne notamment la demande de mobilité. Comment nous allons quantifier les effets de nos changements de pratique vis-à-vis ces nouveaux services de mobilité. Comme chacun de nous s'approprie différemment les nouveautés, à quel point ces services impactent nos modes de vie? L'introduction de ces services autorise en effet plus d'opportunités d'ajustement personnel dans nos choix quotidiens, mais est-ce que nos choix sont devenus plus vertueux par rapport à avant? Là encore, la modélisation apporte une valeur ajoutée parce que la quantification des effets devient possible et nous pouvons mieux responsabiliser nos choix et nos actions. Donc, en posant ces hypothèses sur nos pratiques futures de mobilité, nous pouvons imaginer les scénarios à court terme ou à long terme. C'est ce qu'on appelle une étude prospective ou une évaluation prospective. Alors, donc, vous allez nous demander qu'est-ce que nous modélisons spécifiquement? Qu'est-ce que nous sommes en mesure d'évaluer en termes d'impact? Si je prends le même quartier que celui présenté par Cyril comme exemple, nous allons représenter les présences et les mouvements de tous les agents, de tous les individus dans ce quartier de vie. Il y a à la fois une dimension temporelle et une dimension spatiale dans cette modélisation. La dimension spatiale se traduit non seulement par la localisation de chaque individu dans le quartier, mais aussi par l'étude de ces relations qu'il peut y avoir entre le quartier et le territoire restant dans la région. Nous sommes donc capables de savoir qui entre et qui sort du quartier et pourquoi il vient à ou qui part de cet endroit. La dimension temporelle se traduit par une représentation des activités et de mobilité à travers la journée. Nous reproduisons donc une journée typique du quartier de Lumière Pleyel à la minute près pendant 24 heures. C'est pour ces raisons qu'une approche multi-agent est essentielle pour notre évaluation, c'est-à-dire que nous pouvons suivre la trace de chaque agent dans le temps et dans l'espace à une résolution élevée. Notre outil porte le nom de MATSIM, comme ce que vous voyez en haut à droite, ce qui est le synonyme de Multi-Agent Transport Simulation, dit simulateur de transport par une approche multi-agent. Et vous pouvez voir dans la vidéo qu'il y a une petite scène de vie qui se met en place petit à petit lors du 7h ou 8h du matin. Les étoiles qui clignotaient signifient le début d'une activité, que ce soit le travail ou l'éducation. Et les petits triangles sont des véhicules qui bougent et qui bouchonnent qui dans le trafic. Et pour la question de la lisibilité, nous avons seulement zoomé sur la commune de Saint-Denis, sachant que son système de mobilité est largement dépendant de son environnement. Nous avons donc naturellement
une modélisation portant d'abord sur toute la région Île-de-France, puis coupée au périmètre spécifique pour effectuer des analyses plus détaillées. Et la constitution d'une scène de vie n'est bien évidemment pas la finalité de notre simulation. En connaissant l'état de chacun, qu'il soit dans un lieu fixe ou en mouvement, nous pouvons étendre notre simulateur de trafic par un modèle d'émission. Dans ce cadre, nous allons pouvoir identifier qui ou quel véhicule génère le plus d'émissions, dans quelle rue et dans quel état de circulation. Et de la même manière, nous envisageons aussi une extension de notre simulateur par un modèle de qualité de l'air ou par un modèle de bruit, afin de connaître les points de diffusion des polluants atmosphériques ou d'identifier les personnes qui subissent le plus la propagation des bruits. Et derrière ces jolies images, nous obtenons une compréhension du site étudié à un instant donné, c'est-à-dire notre scénario de référence. Et dans ce cas concret, il s'agit de Saint-Denis, comme vous avez compris, en 2010. Et pour ce scénario de référence, nous pouvons faire un diagnostic complet de notre quartier de vie à l'aide de nos outils et sous forme notamment d'un tableau de bord. Et ce tableau de bord nous permet de mémoriser quelle est la morphologie du quartier actuellement et comment les individus utilisent et se déplacent dans ce quartier en l'état. Nous pouvons saisir la sensibilité des ajustements personnels en face d'une situation de congestion, par exemple. Combien de personnes avancent leur temps de départ pour un déplacement et combien modifient leur lieu d'activité. Ce tableau de bord nous permet également de diagnostiquer la pertinence de l'aménagement local, par exemple. Si on recense très peu de déplacements en vélo, c'est peut-être parce que les pistes cyclables sont aménagées de manière coupée, où il n'y a aucun emplacement de stationnement pour le vélo. Lorsque nous aurons conçu et mis en place les scénarios prospectifs, nous allons pouvoir comparer ces scénarios alternatifs à la situation référente, toujours à l'aide de ce tableau de bord. Il va nous aider à comprendre non seulement les évolutions morphologiques du site étudié sur l'occupation du sol, mais aussi les changements en termes de mobilité, de mode de vie, ainsi que la performance environnementale du site étudié. Toutes ces démarches convergent vers un objectif de recherche finale, c'est-à-dire comment peut-on faire varier les services et les pratiques de mobilité à l'échelle d'un quartier selon ses caractéristiques locales pour la durabilité. Et avec 2-3 exemples, je vais vous montrer comment ce tableau de bord peut se ressembler. Donc, dans un premier temps, nous pouvons avoir un aperçu global du quartier. Donc, en haut à gauche, nous avons une description brève des aspects socio-économiques du site. En comparant le niveau socio-économique de Saint-Denis à celui de la région l'Île-de-France à laquelle il appartient. En bas à gauche, nous avons aussi une illustration de sa situation géographique et de son système de mobilité principal. En haut à droite, on peut aussi calculer les distances parcourues par jour et par personne. En effet, à l'aide de MathSim, on pourrait identifier le rôle de chaque usager selon qu'il soit résident, travailleur ou visiteur du quartier et connaître les distances parcourues par profil. On a aussi choisi de chiffrer quelques valeurs des indicateurs les plus parlants aux environnementalistes, les CO2, les particules fines, les oxydes d'azote, où notre calculateur nous permet de comparer les émissions des usagers de Saint-Denis aux ceux de la région Île-de-France, et toujours en valeur moyenne. De la même manière, nous pouvons connaître les parts modales par ces parts empilées en parts à droite. Et ces deux parts à gauche représentent les parts modales par déplacement
et les 2 barres à droite représentent les parts modales par distance parcourue, avec à chaque fois une comparaison entre les utilisateurs de Saint-Denis et les utilisateurs de la région. Nous pouvons également considérer les relations entre les quartiers et la région avec un changement d'échelle. Par exemple, comment les résidents, les travailleurs ou les visiteurs de Saint-Denis occupent l'espace local. Puis plus largement, comment ces mêmes résidents, travailleurs et visiteurs de Saint-Denis utilisent le territoire régional. Et pour ce faire, nous avons mesuré les parts modales de chaque type d'usager de Saint-Denis à l'échelle locale, ce qui correspond aux 2 barres à gauche plus foncées, et à l'échelle régionale, ce qui correspond aux 2 barres à droite en couleur plus claire. En bas à gauche, nous avons voulu montrer les motifs de déplacement de différents usagers de la commune à travers la distance qu'ils parcourent en moyenne pour accomplir ces motifs. Les distances qu'ils parcourent dans leur propre commune correspondent à des petites barres en couleur foncée et qui sont évidemment inférieures aux distances qu'ils parcourent dans la région pour les mêmes motifs. Et enfin, la carte en bas à droite illustre en quelque sorte l'occupation du quartier, la densité du quartier, selon les heures de la journée et selon le profil d'usager. On voit en rouge les départs des résidents de Saint-Denis pendant les heures du point du matin et les retours pendant les heures du point du soir. Inversement, pour les travailleurs extérieurs, en bleu clair, et pour les visiteurs en bleu foncé, ils arrivent au matin sur le site et ils quittent le site au soir. Le pic de l'occupation arrive vers 17h du soir, ce qui est traduit également par un pic de trafic vers la même heure. Et pour conclure, que ce soit l'analyse de cycle de vie qui est présentée par Cyril ou la modélisation multi-agent, ce sont 2 méthodes de recherche appliquées qui peuvent être dupliquées dans une diversité de contextes urbains ou périurbains. D'un point de vue urbanistique ou de l'aménagement, il est impératif de ne pas considérer les objectifs écologiques séparément du système de mobilité, mais de les intégrer dans une stratégie holistique visant à recréer des quartiers plus durables et plus vivables pour les générations futures. Et dans nos recherches, nous avons entrepris ces démarches intersectorielles en espérant que cela peut susciter des changements futurs, soit dans l'élaboration des stratégies d'aménagement, soit dans la mise en œuvre, dans les opérations concrètes des quartiers durables. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette Cyril et Liu. Nous allons maintenant passer à la phase des questions. Vous pouvez continuer à poser vos questions dans l'espace de chat et merci aussi pour ces références au site pilote à Saint-Denis. Ça nous permet de mettre des éléments très concrets sur les méthodologies d'évaluation que vous employez pour mesurer les impacts environnementaux. Donc, voilà, une première question. Alors, pour Cyril, est-ce qu'il y a des outils pour prévoir la mobilité dans un quartier? Donc, les outils que vous développez, est-ce qu'ils peuvent être, ils sont à disposition des opérationnels, notamment les opérationnels de Vinci, par exemple ADIM chez Vinci Construction France? Je connais assez peu ADIM, donc je ne vais pas pouvoir rebondir sur cet outil spécifiquement. Après, est-ce que c'est opérationnel? L'analyse de cycle de vie peut avoir un aspect relativement opérationnel. C'est une approche qui est assez diffusée dans un peu partout, donc on peut trouver des choses à opérationnaliser avec des pratiques qui sont déjà répandues. Sur la modélisation après en tant que telle des déplacements,
Ça, je laisserai peut-être plutôt lui répondre, mais ça peut être aussi des outils complexes, difficiles des fois à mettre en place spécifiquement dans des quartiers. Après, là, une des difficultés pour l'analyse de cycle de vie, ça va être des fois de faire de la prospective, notamment dans vos quartiers concevoir les quartiers, c'est faire de la prospective et finalement connaître, évaluer la technologie de demain, c'est aussi un des défis avec finalement un certain nombre d'incertitudes et beaucoup de scénarios à faire et trouver, on va dire, un consensus sur les scénarios, c'est pas facile. Notamment, la stratégie nationale bas carbone, c'est pas facile de trouver une bonne vision prospective. Donc, c'est assez, du coup, ça fait beaucoup de scénarios, en tout cas, pour analyse cycle de vie, ça nous force à échanger beaucoup plus avec les personnes qui seraient directement sur le terrain. Mais il n'y a pas encore d'outils clés en main, en tout cas, qui existent aujourd'hui à ma connaissance. Oui. Alors, je vais peut-être compléter ta réponse en te disant que justement le lab essaye de faire le lien entre vos travaux et les besoins des opérationnels pour réfléchir, par exemple, pour faire remonter des possibles cas d'application pour les travaux de recherche qui sont menés, qui sont évidemment en phase expérimentale, mais dont l'objectif à long terme sera de les rendre opérationnels. Et peut-être pour compléter la réponse de Cyril et de Rosa, alors il existe des outils pour justement, si j'ai bien compris, la question porte sur le développement immobilier. Il existe des outils sur le foncier, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle le Land Use Transport Integration, donc sous nom de l'outil. Ces outils-là ne sont pas utilisés dans le cadre de Lab Recherche Environnement, mais cela existe et on pourrait aussi se référer à ce type d'outils et de prévoir justement l'aménagement de l'usage du sol plus dense ou moins dense dans certains endroits dans un territoire et de prévoir justement est-ce que ces aménagements attirent plus de densité de l'habitat ou des espaces de bureaux. Donc, voilà, on pourrait réfléchir sur des scénarios d'accueillir du foncier pour aménager de manière mixte, en fait, différentes fonctions. Donc, ce sont des outils qui existent, mais encore une fois, donc, notre outil a notamment l'objectif de corréler le secteur de transport et de mobilité avec le secteur environnemental. Donc, l'aménagement local, l'aménagement du territoire et notamment, on va dire, un input, donc quelque chose de donné pour notre outil. Mais on pourrait réfléchir en amont, en effet, d'alimenter nos outils avec ces données-là. Oui, une autre question pour Liu. Donc, la modélisation, on nous demande, la question est, est-ce que la modélisation permet de donner un retour sur les raisons qui vont inciter les utilisateurs à changer leurs habitudes de déplacement? Oui, est-ce que la modélisation permet d'inciter aux utilisateurs de changer leur comportement? Alors, donc, nous pouvons faire plein d'hypothèses sur les changements comportementaux. Mais on pourrait aussi traduire, les choix de chaque usager par un mécanisme de modélisation. C'est-à-dire qu'on pourrait modifier les algorithmes dans les modèles pour dire que pour quelles raisons un usager change son comportement et pour quelles raisons il ne souhaiterait pas changer. Donc, ce sont de la calibration interne à la modélisation que nous pouvons paramétrer. Alors, ce qui est certain, c'est que la modélisation ne peut pas tout faire. Donc, elle ne peut pas, par exemple, nous dire
si un utilisateur change son habitude parce qu'il y a trop de congestion, simplement peut-être il va juste changer son itinéraire ou changer son mode de déplacement. Donc ça, c'est des raisons pour lesquelles si un utilisateur il est raisonnable, il va réfléchir à ses moyens de changement. Est-ce qu'il y a des raisons qui vont inciter à des utilisateurs à changer leur habitude? Je pense que principalement, il y a sa localisation. Donc, si vous êtes dans Paris-Centre ou si vous êtes habitant de lointains parisiens, bien sûr que vous avez des comportements différents. Donc, le changement de situation familiale peut apporter des changements bien évidemment très clairs. Et il y a d'autres raisons plus ponctuelles. Par exemple, si j'ai une urgence à traiter et j'ai besoin de récupérer un enfant malade, et bien sûr que je vais réfléchir plutôt de prendre un Uber plutôt de prendre le transport collectif et qui sont un peu lents et qui demandent plusieurs changements entre modes. Donc, il y a la modélisation permet de combiner en fait différents choix de mobilité. Donc, on pourrait imaginer une personne de combiner plusieurs modes plutôt de choisir un mode particulier. Par contre, ces choix-là doivent être exogènes, donnés à la modélisation pour permettre aux utilisateurs de pouvoir modifier leur habitude de déplacement. Je ne sais pas si je réponds à cette question. Après, si je peux compléter peut-être la réponse de Liu, globalement, si la question c'est est-ce qu'on a une solution pour faire changer les comportements des gens, la question c'est il n'y a pas une solution unique, il va y avoir forcément, chaque quartier va avoir sa spécificité. Le quartier qu'on étudie, on va pouvoir peut-être se rendre compte qu'une piste cyclable va avoir beaucoup d'effets, alors que finalement une piste cyclable à un autre endroit aurait aucun effet. Donc l'intérêt des outils qu'on développe aussi, ça va être de montrer qu'il y a des solutions, mais finalement aussi c'est de montrer qu'il n'y a pas une solution unique pour tous les quartiers qu'on va développer. Donc c'est ça aussi l'intérêt des outils qu'on développe, c'est qu'il n'y a pas une solution miracle, il y a plusieurs solutions qui doivent être adaptées au contexte technologique, urbain, social de chaque quartier. Oui, une autre question pour Liu. Est-ce que les outils de modélisation permettent de simuler les trajets multimodaux? Oui, donc dans le cadre de MathSim, c'est tout à fait possible. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout à fait possible pour une personne de prendre son vélo pour aller en transport en commun dans une station à la gare et puis récupérer en RER et puis il descend de son RER et il reprend son vélo. Enfin, de toute façon, le vélo est autorisé sur le RER, donc il peut descendre avec son vélo et parcourir les derniers kilomètres avec son vélo. Donc, c'est tout à fait possible de réaliser cette multimodalité. C'est aussi possible, par exemple, de prévoir des véhicules partagés, par exemple le covoiturage ou des vélos partagés, des trottinettes partagées. Donc, c'est justement, cet outil-là permet de combiner plusieurs modes. Et comme ce que disait tout à l'heure par Cyril, il n'y a pas de solution unique dans notre changement comportementaux. Donc, c'est souvent possible dans la modélisation de faire plusieurs scénarios en combinant plusieurs leviers d'action. Donc, c'est tout à fait envisageable de mettre en place ces différentes modalités et différentes solutions techniques ou organisationnelles. Oui, j'ai une question voilà, à nouveau pour Liu, par rapport à cette possibilité de prendre en compte différentes échelles spatiales et de voir comment ces échelles interagissent. J'aimerais savoir, du point de vue d'un opérationnel, par exemple un aménageur
Quel est, à ton avis, le principe le critère qui doit le guider pour identifier l'échelle plus pertinente? Et aussi, il faut en prendre en compte effectivement plusieurs échelles, mais est-ce que ça ne représente pas une contrainte quand il s'agit de simplifier, de rendre opérationnel cet outil? Oui, c'est une question très intéressante. Puisque souvent les questions sont posées à l'échelle d'une région d'abord, parce que c'est souvent le directeur, l'orientation directionnelle de l'aménagement sont souvent élaborées à l'échelle d'une région. Par exemple, en Île-de-France, on a le chemin directeur de l'aménagement de la région Île-de-France. Donc, c'est vraiment des instruments directifs ou d'incitation de l'aménagement à l'échelle régionale. Et pour un aménageur sur le terrain, on va dire dans l'opérationnel, c'est important pour lui d'être compatible avec ce chemin directeur, mais en même temps de considérer aussi les spécificités locales. C'est pour ceci que nous, on a souhaité non seulement avoir une vue globale sur la région, mais aussi avoir une vue assez détaillée dans un quartier. C'est aussi pour ça que avec Cyril, on a tous les deux entretenu cette démarche au niveau d'un quartier. Et au niveau d'un quartier, on est plus capable d'avoir une résolution haute de notre analyse. Donc, on pourrait suivre justement l'aménagement local de manière précise. On pourrait savoir où placer des pistes cyclables. On pourrait savoir où placer nos bâtiments. Et ce changement d'échelle est difficile à réaliser avec la modélisation, mais elle est nécessaire parce que justement, on pourrait connaître en détail qui sont les utilisateurs de ce quartier et quel est son rôle qui va jouer dans ce quartier et qui va contribuer finalement à l'émission du quartier. C'est peut-être pas les habitants qui vivent, qui polluent, mais peut-être c'est les visiteurs qui viennent. Donc, il faudrait en fait, en amont de l'aménagement local, de réfléchir quel type d'utilisateur on veut accueillir dans notre quartier et quels usages il va en faire dans mon quartier. Et puis, et de responsabiliser justement ces différents profils. Donc, voilà, ce changement d'échelle est très, très important parce qu'on sait tous maintenant qu'un utilisateur d'un quartier, il ne va pas rester seulement dans son quartier, il va sortir, il va bouger, il va créer sa relation avec la région élargie. Oui, alors une question à laquelle je vous laisse le choix par rapport à qui peut répondre. Donc, est-ce que dans vos analyses et dans vos simulations, vous exploitez les données numériques, par exemple les données qu'on peut collecter à travers les passes Navigo ou bien voilà d'autres traces numériques sur les comportements de mobilité? Cyril, je Moi, sais pas personnellement, non. Enfin, sur la partie évaluation environnementale, c'est des données qui permettent plus de représenter la mobilité. Après, sur les questions des impacts environnementaux, le fait que ça pollue, ça va plutôt être des données industrielles que nous on va rechercher, savoir comment sont produits ces produits, enfin produit cette voiture, qu'est-ce qu'émet réellement une voiture. Ça, c'est plutôt des données industrielles plutôt que des données de traces numériques. Oui. Donc, si tout ce qui concerne les données liées au mobile, le GPS, ce n'est pas encore pris en compte. Peut-être plus pour Liolio dans les modèles. Oui, pour l'instant, pour notre modèle, on n'a pas encore utilisé les traces numériques parce que nous avons suffisamment de données déjà pour constituer les chaînes d'activité et de mobilité de chaque personne. Mais éventuellement, pour les scénarios futurs, donc les scénarios prospectifs, donc si on souhaiterait envisager des scénarios lointains en 2040, 2050, on pourrait imaginer d'utiliser les traces numériques qu'on a actuellement sur la mobilité actuelle, parce que, comme ce que j'ai présenté,
comme scénario de référence, nous avons fixé nos états actuels en 2010, donc c'est relativement vieux. Mais on pourrait imaginer justement dans le futur de réutiliser les traces numériques pour constituer les chaînes d'activité et de mobilité de chaque personne et de prévoir justement déjà les changements dans leurs pratiques. Et justement, si ce sont des traces numériques qui nous permettent de compléter aussi nos données actuelles, parce qu'actuellement, nous utilisons les données de l'EGT, pour ceux qui connaissent, c'est le recensement en fait de mobilité, les enquêtes de mobilité, l'enquête globale de transport. Mais dans le futur, il est éventuellement possible et tout à fait envisageable d'intégrer les traces numériques. Oui, alors j'ai encore une question pour Lulius qui vient d'être publiée sur le chat. Par rapport au modèle MATSIM, quelle est la source des données que vous avez utilisées donc, pour tracer les agents? Et je vais compléter cette question, peut-être peux-tu préciser qui sont les agents? Il s'agit de véhicules collectifs, individuels, il s'agit d'individus? Voilà, parce que cela me semble un aspect assez intéressant qui démarque cet outil par rapport à d'autres outils de modélisation. Voilà. Ok, donc là, il y a deux questions. Une question porte sur où sont les sources de données. Oui. Et la deuxième question, c'est par rapport à qui sont les agents. D'accord. Je vais répondre d'abord à la première question. Les sources sont des données ouvertes. Donc, actuellement, nous avons utilisé les données de recensement pour savoir qui habite où, dans quel ménage, il y a combien de population dans ce ménage, dans la famille, quelle est la constitution de ménage et quel est son revenu, donc avec les données, avec les données socio-économiques. Donc, on a suffisamment de données en fait sur la constitution d'une population, ce qu'on appelle dans la modélisation la population synthétique. Donc, une personne peut représenter une personne synthétique peut représenter 10 personnes réelles ou 5 personnes réelles. Donc, en fait, chaque agent a ses caractéristiques socio-économiques d'abord. Donc, ensuite, pour constituer son plan de déplacement, on a utilisé les données de l'EGT, donc l'enquête globale de transport de la région Île-de-France. Et tout ça pour avoir en fait un prototype de quel est le pourcentage de personnes qui se déplacent en vélo, quel est le pourcentage de personnes qui se déplacent en transport en commun et en voiture. Nous pouvons aussi utiliser les données sur le parc auto, donc de savoir qui sont les ménages qui possèdent une voiture et qui ne le possèdent pas, et sur l'abonnement au forfait de transport collectif, donc on pourrait savoir qui sont abonnés au Navigo ou non. Donc ce sont en fait une diversité de données qui sont mises ensemble, qui nous permettent de constituer une population synthétique et leur plan de déplacement et d'activité. Pour répondre à la deuxième question, les agents, justement, c'est une très, très bonne question parce que agent, c'est un concept assez abstrait. Donc, un individu peut être considéré comme un agent, mais un véhicule peut aussi être considéré comme un agent, quel que soit un véhicule privé ou un véhicule de transport collectif. Donc, la modélisation multi-agent, ça veut dire qu'on pourrait suivre les traces de chaque agent, qui soit en mouvement ou qui soit dans un lieu fixe. Donc, bien évidemment, notre simulation ne se limite pas au mode privé, donc à un véhicule privé.
mais peut être élargie en fait dans un système de mobilité plus complexe, des véhicules partagés, des transports collectifs. Donc, en fait, les agents sont juste des identités et qui bougent ou qui séjournent, en fait, à un endroit dans le temps et dans l'espace. Donc voilà. Donc mais pour l'instant, encore une fois, si je reviens à la première question, les données sont quasi identiques que ce que utilise Cyril. On a tous les deux les sources de données qui sont des open data et qui sont qui sont faciles à obtenir à travers les sites opendata.fr. Oui, alors notre temps est en train de s'écouler. J'ai une toute dernière question pour Cyril. Peut-être dire quelques mots de plus sur la portée prospective de l'analyse du cycle de vie appliquée aux problèmes, aux enjeux environnementaux de la mobilité. Du coup, sur mobilité, c'est vrai que l'ACV va, enfin, surtout avec les technologies de transport qu'on voit actuellement, ça a vraiment un intérêt justement de nuancer des propos. Et l'exemple du véhicule électrique permet aussi notamment d'illustrer ça. On va avoir et finalement aussi des solutions très techno qui vont arriver et qui finalement nécessitent d'être évaluées. On a beaucoup de choses qu'on ignore aussi. Puis après, derrière, finalement, on se rend compte que les conséquences qu'elles vont avoir en termes de comportement, finalement, vont aussi avoir des effets très importants. Est-ce que le véhicule électrique va changer la façon de voir le véhicule électrique, voir le véhicule individuel? Ça, c'est des choses aussi qui sont à penser. Et ça, c'est pour ça que l'ACV doit s'ouvrir beaucoup sur des modèles urbains, des modèles de mobilité. Et c'est pour ça, après, au niveau prospective, il y a des choses qui sont, on va dire, normalisées. On a typiquement la stratégie nationale bas carbone qui nous fixe déjà des objectifs en 2050 de neutralité carbone pour les véhicules. L'analyse de cycle de vie ne rentre pas, permet d'avoir une deuxième vision là-dessus et justement de contrebalancer certaines visions prospectives, je pense. Merci beaucoup Cyril, merci beaucoup Liu. Je vous remercie toutes et tous d'avoir assisté à cette rencontre. Vous pouvez la prolonger un peu en rejoignant, aussitôt que nous aurons terminé, l'espace de networking qui est accessible en cliquant sur l'icône dans la partie gauche de votre écran. Vous pourrez ainsi échanger entre vous et avec Cyril et Liu pour approfondir tel ou tel aspect et continuer le débat si vous le souhaitez. Donc, je vais maintenant vous laisser et Léonard vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle conférence de 30 minutes pour demain avec Camille Combe qui parlera de la décarbonation et le financement de la mobilité. Merci. Au revoir. Merci.